Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une de l'actualité du continent, le Cameroun, où le président Paul Biya annonce la libération de prisonniers. Le nombre exact n'a pas été communiqué pour le moment, mais elle devrait permettre de désengorger des cellules en cette période de coronavirus. Nous vous emmènerons en Tunisie dans ce journal où le confinement est un coup dur pour les plus précaires. Leurs activités sont à l'arrêt. Certains ont déjà perçu des aides du gouvernement. Nos correspondants sont allés à leur rencontre. Et puis à Madagascar, la liberté de la presse en danger. Une télévision et deux radios privées ont été mises en demeure. Une journaliste a également été placée en détention préventive. Comment confiner les détenus dans des prisons surpeuplées? En cette période de pandémie de coronavirus, de nombreux pays sont confrontés à cette problématique. Le Cameroun n'y échappe pas. Après les tensions à la prison centrale de Yaoundé, le président Paul Biya annonce la libération de détenus pour désengorger les cellules. Marcel Amoko est sur place pour France 24. Les prisons camerounaises, notoirement surpeuplées, sont sous pression depuis 48 heures avec un climat agité, notamment dans celle de Yaoundé, d'après des images clandestines ayant circulé sur les réseaux sociaux. Au moins 3 détenus seraient morts, soupçonnés d'avoir succombé au Covid-19 et de nombreux autres cas suspects auraient déjà été repérés. D'où sans doute cette décision inattendue et ce décret présidentiel qui accorde des commutations et des remises de peine. Un désengorgement des prisons, notamment celle de Kondengui, ici dans la capitale, réclamée ces derniers jours par les défenseurs des droits de l'homme. Écoutez la réaction à ce décret de Maximilienne Gombe, la directrice de la principale organisation de défense des droits de l'homme d'Afrique centrale. Pour une prison qui a peut-être 4 000 ou 5 000 personnes et où il y a plus de prévenus, qui était construite, n'est-ce pas, pour 200, 300 personnes. Si vous faites sortir 1000, on pense qu'il y a beaucoup de choses d'autres à faire, mais c'est une très bonne chose. On ne sait pas exactement le nombre de prisonniers qui seront libérés, mais ce que l'on sait, c'est que ni les leaders emprisonnés dans le cadre de la crise anglophone, ni les militants politiques ne sont concernés par cette mesure, alors que Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya, ne cesse de réclamer leur libération au pouvoir en alertant sur une situation dramatique dans les prisons camerounaises. Et le confinement est une épreuve difficile pour les plus précaires. En Tunisie, ils sont plus d'1 million à vivre sous le seuil de pauvreté. Beaucoup s'adaptent au jour le jour, sans salaire, sans chômage. Nos correspondants en Tunisie, Lilia Blaise et Hamdit Lili, sont allés à leur rencontre. Regardez. Cela fait des jours que des Tunisiens viennent pour chercher leurs allocations, promises par le gouvernement pendant le confinement, d'un montant de 60 €. Beaucoup sont en situation précaire, sans compte bancaire et doivent donc se déplacer pour retirer leur argent. Dans ce bureau de poste, des associations se mobilisent pour faire respecter la distance sociale. On a fait ce système d'attente avec des chaises dehors pour que les gens puissent attendre suffisamment éloignés les uns des autres, avec un numéro, leur tour. Et ce, chaque jour, jusqu'à ce que la poste ferme. Si on n'avait pas fait cela, les administrations auraient peut-être fermé à cause de la pression de la foule. Devant les sièges des délégations représentant l'autorité locale, ceux qui ne sont pas déjà enregistrés auprès des aides sociales doivent déposer un formulaire. En quelques jours, la délégation du quartier populaire de Sidi Arsine a reçu près de 25 000 demandes. Ces bénévoles de la société civile nous aident tous les jours à trier, compiler, mettre en priorité les familles qui sont le plus dans l'urgence. Ensuite, cela va aller au bureau régional du ministère des Affaires sociales qui va tout traiter. En attendant, dans ce quartier, l'urgence est présente à chaque coin de rue, comme pour ce père de famille. Est-ce qu'il y a de la semoule et de l'huile? Il n'y a ni semoule ni huile. Depuis le début du confinement, on ne peut rien faire, ni travailler, ni trouver ces produits essentiels. D'autres, s'ils étaient confinés chez eux, comme ce vendeur ambulant, ont dû se remettre au travail faute de ressources. Croyez-moi, si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Mais je dois travailler pour échapper à la pauvreté. Lorsque la police arrive pour disperser les passants, chacun ramasse ses affaires à contre-cœur, comme dans ce souk de fruits et légumes, un scénario qui se répète souvent dans ce quartier. Le confinement reste difficile à vivre pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de travailler.
On va prendre la direction du Burkina Faso maintenant. Pour ralentir la propagation du coronavirus, le gouvernement a instauré un couvre-feu, mais pour les plus pauvres, il a rendu l'accès à l'eau encore plus difficile. Laurent Berstécher. Cela fait des heures que ces Burkinabés font la queue sous un soleil de plomb pour remplir quelques bidons d'eau. Une ressource qui se fait de plus en plus rare depuis l'arrivée du Covid-19 dans le pays. Chaque année, le Burkina Faso fait face à d'importantes pénuries d'eau au mois de mars et d'avril. Afin d'en limiter la consommation, les fontaines communales où s'approvisionne une grande partie de la population sont alors fermées la journée. Mais à cause du couvre-feu récemment imposé par le gouvernement pour combattre l'épidémie de Covid-19, les habitants ne peuvent plus sortir la nuit. Seule solution, faire la queue à l'un des rares châteaux d'eau privés toujours en état de marche. C'est le cas de Rahinatou Diasso et de ses 4 enfants qui ont également commencé à rationner leur consommation d'eau à la maison. Dans ce contexte, difficile d'appliquer les consignes sanitaires recommandées par l'OMS, comme se laver régulièrement les mains et nettoyer ses vêtements, afin de mieux se protéger contre le coronavirus. Et on le sait, l'économie mondiale tourne au ralenti. La pandémie va plonger cette année les pays d'Afrique subsaharienne dans leur première récession depuis un quart de siècle. Le Fonds mondial international est inquiet. Écoutez justement son directeur Afrique. Aucun pays ne sera épargné. Comme partout ailleurs, l'Afrique est confrontée à un ralentissement économique profond. Les économies moins diversifiées, comme les exportateurs de pétrole et les économies dépendantes du tourisme, vont devoir faire face à de grandes difficultés. Nous pensons également que la politique budgétaire a un rôle important à jouer dans cette crise pour atténuer l'impact. Des mesures pour soutenir les personnes dont les moyens de subsistance sont mis à mal sont nécessaires. Et c'est dans ce contexte économique tendu que les États-Unis ont annoncé suspendre leur contribution à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce mercredi, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, juge cette décision profondément regrettable. Et face à cette pandémie mondiale, les respirateurs artificiels manquent. Le Sénégal n'en compte par exemple que 80. C'est insuffisant pour faire face à une possible crise sanitaire. Sur place, vous allez le voir, des chercheurs ont trouvé une alternative, des respirateurs artificiels créés à partir d'une imprimante 3D. Laurent Berstécher. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ces scientifiques sénégalais travaillent sans relâche sur un nouveau prototype. Un respirateur artificiel qui peut être presque entièrement fabriqué avec une imprimante 3D. Donc il y a certaines parties de la machine que nous usinons nous-mêmes, nous concevons et nous imprimons. Et là, vous avez la machine qui imprime des pièces qui sont utilisées dans la machine. Les respirateurs artificiels représentent la principale forme de traitement pour les patients présentant des formes graves de Covid-19. Mais ces machines complexes coûtent très cher à fabriquer et de nombreux pays, dont la France et les États-Unis, sont confrontés à des pénuries de stock. Au Sénégal, il n'y en a que 80, loin d'être assez pour faire face à une potentielle épidémie. Mais s'il reste moins efficace et moins durable que les respirateurs d'hôpitaux, le prototype proposé par ces chercheurs coûte également beaucoup moins cher à produire, environ 60 € par machine. Nous, on fait un respirateur qui va faire la même chose, la même fonction, à un coût beaucoup moins important, mais il faut aussi savoir qu'on n'aura pas forcément la même finition. Ce respirateur Made in Sénégal doit maintenant être approuvé par le ministère de la Santé. S'ils reçoivent le feu vert des autorités, le professeur Gay et son équipe affirment pouvoir en fabriquer jusqu'à 50 par semaine. 254 cas de coronavirus et 21 décès en République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires craignent le pire pour le début du mois de mai à Kinshasa, la capitale. À noter également le décès de Monseigneur Gérard Moulumba, l'oncle du président Tshisekedi, qui était également le chef de son cabinet civil. Selon les proches de Monseigneur Moulumba, il serait décédé du Covid-19.
Au Rwanda, au moins 6 blogueurs et journalistes ont été arrêtés au cours des derniers jours. 3 d'entre eux ont été libérés. Ils n'auraient pas respecté le confinement. Leurs arrestations n'ont, selon les autorités, pas de lien avec leur activité journalistique. Reporters sans frontières dit enquêter sur les circonstances de ces arrestations. À Madagascar, coronavirus et liberté de la presse ne font pas bon ménage. Une télévision et 2 radios privées ont été mises en demeure. Une journaliste a également été placée en détention préventive. À Tananarive, la correspondance de Gaëlle Borgia. On l'appelle désormais l'affaire Arfin Elsou, du nom de cette journaliste de 52 ans, directrice de publication d'un journal de presse écrite. Tout a commencé le 2 avril dernier, lorsqu'une publication a été postée sur la page du journal, la page Facebook, et qui disait « Angie Radzweln, killer, assassin ». Voilà ce qu'on pouvait lire sur le président. La journaliste a été convoquée à la police le lendemain, puis a été mise en détention préventive. Son avocat dénonce un acharnement des autorités sur une journaliste proche de l'opposition, mais les autorités démentent et disent que ce n'est pas la journaliste qui a été visée, mais l'administratrice de la page Facebook. Il faut savoir qu'elle n'est pas la seule, puisqu'il y a au moins 3 personnes qui ont été mises en détention préventive pour propagation de fausses nouvelles sur Facebook. Par ailleurs, une chaîne de télé privée et 2 radios ont été mises en demeure pour ne pas avoir diffusé l'intégralité des interventions gouvernementales, alors que c'est obligatoire depuis l'état d'urgence sanitaire. Amnesty International et Reporters sans frontières s'inquiètent des pressions et des intimidations qui sont faites à l'encontre des médias, mais la directrice de communication de la présidence assume quand elle parle de restrictions, voire de suspension des libertés, en invoquant des circonstances exceptionnelles dues à l'état d'urgence sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.